correction de l'examen de la médecine pour l'année 2020 à l'aide d'un vibreur, d'une cuve à ondes ancrée à taille égale à 0 au point S de la surface libre de l'eau, une onde progressive sinusoïdale de fréquence n. L'élongation du point S est donnée par cette relation. Donc la figure ci-dessous représente une coupe transversale de la surface de l'eau à l'instant t égale à 0,1 seconde. Donc il y a trois questions successives. Il y a question 21 qui s'intéresse à trouver la valeur de L, la vitesse de la propagation, et la question 23, quelle est l'élongation du point M par rapport à la source S. Donc la question 21, c'est tout simplement, il faut aller à la figure et trouver lambda. Donc lambda, c'est la distance séparant deux bosses ou bien deux creux. Donc ça, c'est égal à 2 cm. Concernant la vitesse, donc la vitesse, puisque ça, il s'agit d'une onde qui se propage à la surface de l'eau, donc on a des rides circulaires. Donc à partir de S, il y a des rides circulaire. Donc si elle parcourt lambda de ce côté, elle parcourt lambda de ce côté. C'est-à-dire que Sm reste toujours, elle est égale à 2 lambda. Donc la distance séparant le S à M, c'est-à-dire la source avec un point M, c'est toujours est égal à 2 lambda. Donc 2 fois 2, ça fait 4 cm. Donc la vitesse, c'est tout simplement la distance sur le temps. Donc tout ce calcul fait nous donne 0,4 mètres par seconde. Donc la question 23, l'élongation d'un point M situé à 0,4 mètres de la source S. Donc on a l'équation de la source. Ça, c'est l'équation du point M qui se trouve avec un déphasage K de X plus phi. Donc on a A, elle est égale à 5, 10, moins 3. On a F, elle est égale à 20 Hz. On a oméga, et c'est la pulsation est égale à 2 pi fois F, c'est-à-dire 2 fois 20, ça fait 40 pi. On va trouver 40 pi d'une autre façon. Puisque lambda est égal à 2 cm, qui est égal à 0,02 mètres, et K, c'est le nombre d'ondes, qui est égal à 2 pi sur lambda. Donc est égal à 100 pi, puisque lambda est égal à 0,02. Donc la distance parcourue, c'est x égale à 0,4. Donc Kx, elle est égale à 0,4 qui est multiplié par 100 pi, ça nous donne 40 pi. Donc la pulsation, c'est-à-dire cette partie-là, c'est 40 pi. Donc on a l'élongation du point M et elle est donnée par cette équation ici. Donc on va regrouper ces termes, reste moins 40 pi. Donc on connaît que cosinus de θ plus ou moins 2k pi, c'est cosinus de θ. Autrement dit, donc l'élongation, elle est égale à cette expression ici. Donc tout simplement, on va prendre phi égale à 0, modulo de pi. Donc y du point M, elle est égale à 5, 10, moins 3, cosinus de 40 pi. T. Donc ça, c'est un raisonnement. L'autre raisonnement consiste à trouver tout simplement la position de M par rapport à la source S. Vu que X il est égal à 0,4 mètres, c'est-à-dire égal à 40 cm, ça c'est le multiple de lambda. Car lambda est égal à 2, c'est-à-dire égal à 20 lambda. Donc Sm est égal à 20 lambda. Cela veut dire que S et M vibrent en phase. S'ils vibrent en phase, alors le phi est égal à 0. D'où l'élongation du point M, c'est cette expression ici. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste.
Une radiation lumineuse visible de fréquence nue est égale à 5,10 à la puissance 14 Hz et une longueur d'onde lambda est égale à 400 nanomètres dans un milieu transparent d'indice n. Donc on donne la vitesse de la lumière dans le vide. Donc ce qu'on veut, c'est la valeur de la longueur d'onde lambda 0 de la radiation lumineuse dans le vide. La valeur de l'indice n. Donc, on a lambda 0, c'est la radiation lumineuse dans le vide. On a la fréquence, on a la vitesse de la lumière. Donc, lambda 0, elle est égale à C sur F. Tout ce calcul fait, on nous donne 600 nanomètres. La valeur de l'indice N, c'est N est égal à C sur V. On a N est égal à C sur V. Donc, C, elle est égale à lambda 0F. Et V est égal à lambda F. On simplifie les F, donc puisqu'il y a même fréquence, donc il reste lambda 0 sur lambda qui est égal à 1,5. Donc le N est égal à 1,5. La question 26. Donc lorsqu'un cœur se contracte pour relancer la circulation sanguine, elle provoque l'émission d'une onde. Le pouce qui se propage le long des artères, leurs parois se dilatent lorsque la pression sanguine augmente. La célérité du pouce est donnée par la relation V est égale à 1 sur racine carrée de ρ. Ça c'est la masse volumique. Ça c'est D. C'est le volume du sang. Donc, on a, donc ça c'est P, ça c'est la pression. Donc, on donne 1 cm de mercure, il est égal à 1,3 kPa. On donne ρ, on donne delta P, et on a racine de 13, et on a racine de 20. Donc, la question 26, la dimension du coefficient D. Quelle est la dimension de D? La valeur de la célérité du pouce, donc quoi est égal V? La dimension de D et la valeur de V et le décalage horaire entre l'arrivée du pouce en M et l'arrivée en N, sachant que le M se trouve à 20 cm du cœur et le N se trouve à 80 cm du cœur. Donc, on a V, elle est donnée par cette relation ici. Donc, on va enlever ça au carré, puis on trouve le D. Donc, D est égal à cette expression ici. Donc, V, la dimension de V, c'est une longueur sur le temps, c'est-à-dire c'est L T-1. L ici, c'est la mesure d'une distance. Ρ, ça c'est M, c'est-à-dire ça c'est la mesure d'une masse. C'est la mesure de la masse, kilogramme. Donc, ρ, c'est M sur L à la puissance 3, c'est-à-dire c'est M sur V. Donc, ça, c'est la dimension de ρ. Et par suite, D, la dimension de D, c'est 1 sur ceci, c'est-à-dire c'est ça à la puissance moins 2, puisque c'est V au carré, et ρ à la puissance moins 1. Donc, ça nous donne L à la puissance moins 2, T-1 fois moins 2, c'est T à la puissance 2. M à la puissance moins 1, c'est M à la puissance moins 1. L à la puissance moins 3 fois moins 1, c'est L à la puissance 3. Donc, on a L à la puissance 3, L à la puissance moins 2, c'est L à la puissance 3 moins 2, c'est L. Et si ça reste moins 1, ça reste au carré. Donc, la dimension de D, c'est M-1 L T au carré. M-1 L T au carré. M-1 L T au carré. Donc, c'est C. On peut trouver le même résultat en raisonnant de cette façon ici. C'est-à-dire, au lieu de prendre cette formule, on va raisonner avec celle-là.
Donc on a delta P, ça c'est la pression. La pression est égale à la force sur la surface. Donc la force elle est en newton. Et la surface c'est en quelque chose au carré, en mètre carré ou bien centimètre carré. Donc c'est une longueur au carré. Le newton c'est le kilogramme qui multiplie la longueur, c'est-à-dire mètre seconde moins 2. Donc ça, divisé par L au carré, on simplifie ici par L, elle reste cette relation ici, c'est-à-dire que D, elle est égale à 1 sur ce terme ici. Donc 1 sur ce terme ici, ça nous donne celle-là. Donc on va trouver le même résultat. Donc on a D et on a delta P. Donc delta P, il est égal à 5 cm de mercure. Et 1 cm de mercure, c'est 1,3 10 à la puissance 3 pascal, c'est-à-dire 1,3 kPa. Donc ceci nous donne cette expression ici. On a ρ, il est égal à 10 à la puissance 3 kg par mètre cubé. Donc d'après cette formule ici, V est égal à 1 sur racine carrée de ρ fois D. On remplace les termes, on trouve que ceci est égal à racine de 13. Et racine de 13, ils ont donné qu'elle est égale à 3,6, d'où V elle est égale à 3,6 mètres par seconde. La question 28, le décalage horaire entre l'arrivée du pulse en M et en N. Donc on a la distance cœur M, elle est égale à 20 cm, c'est-à-dire 0,2 mètres. Et la distance cœur N, elle est égale à 80 cm, c'est-à-dire égale à 0,8 mètres. Donc la vitesse, elle est constante, elle est égale à 3,6 mètres par seconde. Donc delta T, c'est tout simplement la différence, c'est parce qu'on dit c'est Mn sur V. Donc Mn, c'est 0,8 moins 0,2 sur 3,6, c'est-à-dire 0,6 sur 3,6, ça nous donne à peu près 0,17 secondes. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Le document se compte dans l'élongation du mouvement d'un point M lors d'une propagation d'une perturbation le long d'une corde. Le point M est situé à 1,5 m de la source S. On considère que la perturbation a commencé en S, c'est-à-dire ici, à l'instant T0 égale à 0. Donc, la question 29, la perturbation atteint le point M à quel instant? Et la question 30, la longueur de la perturbation est, c'est-à-dire la distance de cette partie-là. Donc, la question 29, l'instant où la perturbation atteint le point M, situé à 1,5 m de la source S. Donc, le document indique que la perturbation arrive au point M à T égale à 4 fois 0,05 qui est égal à 0,2 secondes. Car ici, on a la distance séparatrice, ça c'est, on a 4 carreaux et chaque carreau, il représente 0,05 secondes. Donc, le temps écoulé entre la source et le point M, c'est 0,2 secondes. La question 30, la longueur de la perturbation est, c'est-à-dire le petit L ici. Donc pour trouver le L, il faut trouver d'abord la vitesse.
Donc, on a V, elle est égale à D sur T. Et D, la distance séparant la source avec le point M, elle est donnée par 1,5. Et le temps écoulé, c'est 0,2. Donc, on va trouver que V est égal à 7,5 mètres par seconde. Donc, ce qu'on veut, c'est la durée de la perturbation, c'est-à-dire la durée ici. La durée ici, on a tout simplement un carreau. Un carreau, elle représente 0,05 secondes. Donc, le temps ici, c'est 0,05 secondes. Donc, le L, elle est égal à V fois T'. Donc, on connaît le V, on connaît T'. Donc, ceci est égal à 0,375 mètres. On éclaire un fil très fin de diamètre A par un laser qui émet une radiation de longueur d'onde lambda 1 égale à 670 nanomètres. On observe une figure de diffraction sur un écran situé à la distance D qui est égale à 1,5 m du fil. La largeur de la tâche centrale est L1 est égale à 2 cm. On remplace le laser par un autre qui émet une radiation de longueur d'onde lambda 2 égale à 560 nanomètres. Donc la largeur de la tâche centrale, dans ce cas, est notée L2. Donc à quoi est égal L2? Puis la question 32, c'est trouver le déphasage, c'est-à-dire l'écart angulaire. Quoi est égal θ. Donc ça c'est la fente et l'ouverture. Donc ça c'est le rayon lumineux qui passe, ça c'est la source ici, qui passe et intercepté sur l'écran. Donc ça, la tâche, elle est égale à L. Donc ça, c'est L sur 2. Donc on a θ, elle est égale à lambda sur A, et tangente de θ est égale à L sur 2 sur θ. Et tangente de θ, il est tellement petit. C'est-à-dire qu'il est égal à L sur 2 D. C'est-à-dire on a L sur 2 D est égal à lambda sur A. Donc θ, elle est égale à lambda sur A qui est égal à L sur 2D. Donc, d'où L, elle est égale à 2D lambda sur A. Donc, on a L1, donc il a une relation avec lambda 1, et L2, il a une relation avec lambda 2, car D et A restent fixes. Donc, le rapport L2 sur L1, il est égal à lambda 2 sur lambda 1. Donc, L2 est égal à lambda 2 sur lambda 1 fois L1. Donc, on a lambda 1, on a L1, on a lambda 2. Donc, ceci donne à peu près 1,7 cm. Concernant l'écart angulaire, donc, on a θ, elle est égale à lambda sur A. C'est-à-dire est égal à L sur 2D. Donc, ce qu'on cherche, c'est θ max. Donc, on a θ, elle est égale à L1 sur 2D. Et un θ' est égal à L2 sur 2D. Donc, θ, on remplace L1, 2D, on trouve qu'il est égal à peu près à 6,7 10 à la puissance moins 3 radians. Ici, θ', elle est égale à 5,6 10 moins 3 radians. Donc, le θ maximal, parmi les deux valeurs trouvées, c'est celle-là. Donc, θ max, il est égal à 6,7 10 à la puissance moins 3 radians.
Le fer Fe qui est pour Z26 et pour A59. C'est un radioactif β-. On dispose à l'instant T0 égale à 0 d'un échantillon de fer d'activité A0. Chaque 10 jours, on mesure l'activité A de T de cet échantillon. Donc, on trouve cette relation ici. T, elle est exprimée en jours. Donc, on connaît la loi de décroissance radioactive et on donne Ln de 1,17 est égal à 0,157. Donc, ce qu'on veut, c'est le noyau fils, c'est-à-dire la désintégration de celui-ci par β-, elle donne un élément radioactif. Donc, quel est l'élément fils parmi ceux qui sont proposés ici? La question 34, la valeur de la constante radioactive, c'est-à-dire quoi est égal lambda. Le noyau fils formé lors de la désintégration du fer 59 et le fer subit une désintégration β-. Donc on a cette relation ici. Donc ici, c'est un X qu'on cherche. Donc ici, il y a le A et le Z. Donc β-, c'est un électron. Il a une charge -1 et le nombre de masse égale à 0. Donc il y a conservation de ce qu'on appelle le nombre de Z, ou bien le numéro atomique, et le nombre de masse. C'est-à-dire ici A plus 0 égale à 59 et Z moins 1 égale à 26. Donc, on va trouver que A égale à 59 et que Z est égal à 27. Donc, parmi les propositions, donc c'est le cobalt. Donc, pour calculer la longueur d'onde, alors on s'inspire de cette relation ici. Donc, on a cette relation. Donc, on a, puisqu'on nous donne 1 de t est égal à 1, 0, E moins lambda de t, donc on va la multiplier par lambda ici, lambda ici. Donc lambda nt, ça donne A de t. Lambda n0, ça donne A0. Donc ceci nous donne cette relation ici. C'est-à-dire on va prendre donc cette relation ici, on va prendre le ln. Donc le ln de ce terme ici, c'est le ln de ce terme ici. Donc ln A de t, on va la remplacer par A0, l'exponentielle de moins lambda de t. Et A de t plus 10, on va remplacer t par t plus 10. Et ln de 1,17, c'est 0,157. Donc on simplifie ici par A0, et on simplifie ici par E moins lambda t, il reste ln de l'exponentielle de 10 lambda, qui est égal à ce terme ici. Donc ln de l'exponentielle, c'est 10 fois lambda est égal à ce terme-là, c'est-à-dire lambda est égal à ceci, est égal à 1,57, 10 moins 2 jours par seconde moins 1. Donc il faut coucher la réponse B, qui est la réponse juste. Le noyau de bismuth, BI 83-212, est radioactif. Donc l'écriture suivante donne 12 intégrations successives. Donc le bismuth se désintègre pour donner le polonium, puis il se désintègre pour donner le plomb. Donc le type de la désintégration 1 et les valeurs de Z1 ainsi que A2. Donc, on a deux intégrations. Donc, la première intégration dans le polynôme. Donc, si on compare ces deux écritures, on voit que ici, on a 212. Ici, on a 212. Donc, la première réaction, c'est celle-là. Et la deuxième réaction, c'est celle-là.
Donc on voit ici, ils nous disent que ça c'est un alpha. Donc c'est un alpha, c'est un ion de l'hélium. C'est-à-dire que alpha, ça s'écrit He. Le alpha, c'est l'hélium, c'est-à-dire c'est 2, 4. Ça c'est alpha. Donc si on met ici alpha, c'est-à-dire que on a 82 plus 2, ça fait 84 ici. Donc si ceci est égal à 84, c'est-à-dire que Z1 égale à 84. S'il est égal à 84, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 1. Donc ceci nous disent que la première intégration, c'est un bêta moins. Car on a 84 moins 1, ça donne 83. Et ça, 212 plus 0, ça donne 212. Donc Z1, il est égal à 84. La deuxième réaction, ou bien la deuxième intégration, ça c'est le polonium qui va se convertir en plomb. Avec, ici c'est alpha. Donc ça c'est l'hélium. Donc ici on a 84, donc ça c'est égal à 82. Et A2 plus 4 égale à 212. C'est-à-dire que A2 est égal à 212 moins 4 est égal à 208. Donc, il faut cocher la réponse B. Donc, la première intégration, c'est bêta moins. Et la deuxième intégration, c'est Z1 égale à 84. Et que A2 est égal à 208. Et que A2 il est égal à 208. Une roche radioactive de masse M0 est égale à 1 tonne contient à l'instant T0 0,5% d'uranium 235. Donc on donne la demi-vie, on donne Ln de 2, on donne, tout ça ce sont des données, donc ça c'est la masse molaire de l'uranium, ça c'est le nombre d'Avogadro. Donc ce qu'on veut c'est le nombre de noyaux d'uranium 235 dans la roche à l'instant T0 égale à 0. Et l'activité A0 de l'uranium dans la roche à l'instant T0 égale à 0. Et à l'instant T égale à 28, 10 à la puissance 8 en l'activité de l'uranium. Donc, puisque dans un tonne qui est égal à 10 à la puissance 6 grammes, donc il y a tout simplement une proposition de 0,5% de l'uranium. Donc, tout simplement, il faut prendre ce terme-là et le multiplier par 0,5 et diviser par 100, ce qui donne 5, 10 à la puissance 3 grammes. On a la masse molaire, on a le nombre d'Avogadro. Donc, le nombre de mol, c'est la masse sur la masse molaire et c'est encore est égal à N0 sur Na. Donc ceci, ça nous donne ce terme ici. Et par suite, N0 est égal à N fois Na. C'est-à-dire on va prendre ce terme-là, on va le multiplier ici. On voit que, donc on a ce terme ici, il est égal à 0,128. On a 6,02. Si on la divise par 47, il reste 0,128.
Donc 0,128 qui multiplié 10 à la puissance 23 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 26. Et ceci, donc, il est égal à peu près à, ceci, il est à peu près égal à 1,28 10 à la puissance 25. Donc, il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. L'activité, ce qu'on cherche, c'est l'activité à 0, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Donc, on a t de demi-vie, il est égal à 7 10 à la puissance 8 ans. Donc, la conversion en secondes. On a ln de 2, on a lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. Donc, c'est égal à ce terme-là sur cette expression ici. On a un 0 qu'on vient de trouver ici. Donc, A0 est égal à lambda N0. Donc, ceci est égal à ce terme ici qui multiplie ce terme ici. Donc, ça nous donne 4,07 10 à la puissance 8 becquerel. Donc, il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. L'activité de l'uranium a T égale à 28 10 à la puissance 8 ans. Donc on a T1 demi. Donc le nombre de demi-vie écoulées, donc ce qui est écoulé entre 10 à la puissance 8 ans et 28 10 à la puissance 8 ans, donc c'est 28 10 à la puissance 8 sur 7 10 à la puissance 8 est égal à 4. Donc il a écoulé 4. Donc l'activité résiduelle qui reste, c'est AR, elle est égale à A0, l'exponentielle de moins lambda T. Donc, tout simplement, on va remplacer, puisque lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi, et T sur T1 demi, parce que ça c'est T sur T1 demi, elle est égale à 4. Donc ceci nous donne moins ln de 2 qui multiplie n, c'est-à-dire ça c'est n. T sur T1 demi, T sur T1 demi c'est n. Et n c'est 4. Donc ceci, tout simplement, c'est du calcul. Donc on va trouver parce que l'exponentielle de ln de quelque chose, c'est tout simplement le terme ici. Donc ceci est égal à 0 sur 16, c'est-à-dire est égal à 0,0625 à 0, qui est égal à 6,25 10 à la puissance moins 2 à 0. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc ça, c'est T. Et ça, c'est T1 demi. Et T sur T1 demi, elle est égale à 4, c'est-à-dire égale à 1. Donc ici, ce terme-là, c'est N qui est égal à 4. Le noyau de radium Ra 88 226
se désintègre en donnant un noyau fils Rn XY, c'est-à-dire le nombre atomique il est inconnu, ainsi que le nombre de masse il est inconnu, et une particule alpha. Donc alpha c'est l'hélium. Donc les valeurs de X et Y, donc ça c'est facile, et la composition du noyau fils, ça c'est facile. Donc, puisque la désintégration elle est de type alpha, voici le alpha. Donc, il y a conservation de nombre de masse et conservation de la charge. Donc, ceci nous donne Y est égal à 226 moins 4 et X est égal à 88 moins 2, c'est-à-dire est égal à 86, 222. Donc, voici le X et voici le Y. Donc, une fois on connaît le X et Y, donc on va la mettre ici. Donc, le nombre atomique, il est égal à 86. Donc, le proton, c'est 86. Pour trouver le nombre de neutrons, c'est tout simplement le A moins Z. Le nombre de neutrons, c'est le nombre de masse moins le numéro atomique, c'est-à-dire 222 moins 86 est égal à 136. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.